Nicolas, au fond, tu es un jeune cinéaste, puisque tu as fait depuis maintenant 2015 2 courts-métrages, 2 longs-métrages, et ta vie d'avant c'était plutôt le théâtre, comme comédien essentiellement à New York et même à Paris au théâtre de l'Odéon avec Luc Bondy. Et 2 courts-métrages simplement, et d'un seul coup 2 longs-métrages coup sur coup, 2018-2022 avec Southern Belle puis Ghost Song, 2 films tournés à Houston, Texas. Est-ce qu'il fallait, pour commencer réellement un travail de cinéaste, que tu trouves ton territoire? C'est exactement ça, c'est marrant, j'en parlais hier avec une amie et en fait j'ai toujours en parallèle fait un peu de cinéma, des courts-métrages avec des amis. Je faisais du théâtre mais j'avais toujours eu envie quand même de réaliser, mais c'était plus quelque chose un peu... on faisait ça entre amis, un peu plus pour jouer quoi. En fait c'est la rencontre avec Houston qui m'a donné vraiment envie de faire ça un tout petit peu plus sérieusement, pas trop sérieusement, mais un tout petit peu plus. Et la rencontre avec Taylor d'abord dans Southern Belle, et ensuite avec vraiment la ville de Houston qui m'a donné envie de faire un film. Donc oui, c'est ça, c'est plus une rencontre qui m'a fait passer à ça. Évidemment, c'est un territoire géopolitique, on va dire, mais c'est aussi des personnages. Parce que là, tu as ciblé sur des personnages qui pourtant sont de milieux différents, mais qui sont un peu dans la même, disons, déshérence. Enfin, tu vas qualifier toi-même. Dans quel type de personnage c'est? Et là, peut-être qu'on voit le lien avec le théâtre quand même, dans ta manière de filmer des personnages aussi forts. Et en fait, c'est exactement ça. C'était vraiment, c'est des personnages du réel, donc des gens que j'ai rencontrés avant de même décider à les filmer. Oui, il était un peu un ami. Lui, je l'ai rencontré pendant le tournage de Southern Belle. Et c'est ce côté très théâtral qui m'a intéressé chez eux. Et c'était vraiment l'envie aussi de montrer et de montrer à quel point dans la vie, certaines personnes comme ça sont plus, je vais utiliser un peu un cliché, mais elles sont plus folles que la fiction, plus théâtrées que la fiction. Et j'avais vraiment envie de jouer avec ces représentations de nous-mêmes, du cinéma, du format documentaire, et d'essayer de brouiller les pistes un maximum et d'infuser aussi un peu de théâtre dans le réel, et même pas l'infuser, mais de le faire sortir et de le montrer. Oui, parce voilà. qu'eux-mêmes sont dans la théâtralité. Voilà, et la caméra aussi peut-être faisait qu'ils étaient regardés aussi d'une certaine façon. Enfin, il y avait un regard qui était posé sur eux, et un jeu comme ça permanent avec moi, avec la caméra. Et c'est ça qui m'amusait un tout petit peu, et d'appeler le film documentaire, effectivement, parce que c'est pris sur le vif. C'est des personnes qui sont comme ça aussi tous les jours, même quand on ne les filme pas. Bloodbath, elle est toujours, le hip-hop fait qu'elle est aussi dans une représentation d'elle-même, et un côté dans le hip-hop, ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté où on joue avec les alter-ego, on joue avec la violence qu'on a en nous-mêmes, et on en fait un jeu, en fait, on en fait du théâtre, quoi, vraiment. Et donc voilà, c'est exactement ce que tu dis, ça. C'est ça qui m'avait touché chez ces personnes. Et il y a du coup dans ta manière de filmer à la fois ce qu'on appelle du cinéma direct, ça c'est parce que tu as une proximité avec eux qui fait que ça fonctionne de l'intérieur, tu es complètement immergé manifestement, et le cinéma est à ce moment-là du cinéma direct, et en même temps il y a cette part de mise en scène qui vient d'eux, ça c'est clair, mais aussi qui vient de toi, bien sûr. Bah oui, c'est un jeu en fait permanent et une discussion. Par exemple avec OMB Bloodbath, la rappeuse, il y a certaines scènes qu'on a rejouées, mais c'est des choses qu'elle vivait à ce moment-là. Le fait de se cacher, de toujours longer les murs,
c'est des choses que j'ai vécues avec elle, mais sans la filmer. Je lui donnais rendez-vous dans des restaurants où on dînait ensemble. Et là, elle se cachait dans un parking, elle attendait que je rentre dans le restaurant. Elle m'envoyait des textos, elle me demandait de prendre des photos des serveurs qui étaient là pour voir si c'était pas des gens d'un autre quartier qui éventuellement auraient prévenu. Donc ça, elle le vivait très fort. Après nous, il y a des moments où on ne pouvait pas filmer, donc ça s'est refait, et ça s'est mis en scène aussi à certains moments. Et c'était tellement présent en elle que c'est exactement comme au théâtre. En fait, quand on fait de l'impro, je lui disais, rejoue ça, ce moment ce que tu as vécu hier, avant-hier. Et là, c'était là, quoi. C'était présent. Et pareil pour Will, des moments où il s'engueulait avec son oncle, il suffisait de les diriger un peu vers ça et les vieilles rancœurs ressortaient. Et là, il y avait vraiment le réel, en fait, ressurgissait à ce moment-là, quoi. Et en particulier, cette scène incroyable entre deux. En 2 mots, tu peux nous dire comment ça s'est constitué cette scène, si tu leur as demandé de jouer ou si c'était très spontané? En fait, moi j'habitais plus aux États-Unis à ce moment-là, et donc on n'avait pas le temps, on n'avait pas les moyens de vraiment être en immersion totale avec eux. Après, j'avais la chance de les connaître, d'avoir passé du temps avant. Et donc je connaissais un peu les problématiques familiales, parce que dans Sound Mel, ils en parlent beaucoup. Là, on avait une journée où on pouvait filmer David, son oncle, et Will. Et donc, Will vient un peu... Bon, ils savent qu'il y a la caméra, on ne fait pas semblant. Ils essayent de retrouver un peu des choses, ça sonne un petit peu faux. Et je sais que tous les deux ont cette passion pour le chant, et qu'avec le chant, à travers le chant, et c'est un truc aussi très ancré dans le sud des États-Unis, il y a ce rapport-là à la musique, on se règle des comptes en chantant. Dans certains endroits, hein, pas partout à Houston, et donc à un moment, les scènes semblaient un peu artificielles, on les filmait, mais je sentais qu'ils en faisaient beaucoup pour la caméra. Et donc je leur ai dit, chantez. Et en chantant, en fait, vraiment les vieilles rancœurs sont ressorties, familiales. Et là, la scène au début, on sent un peu qu'ils font, et petit à petit, en fait, la colère monte. Et à tel point que finalement, l'oncle, à la fin, vraiment nous a virés de chez lui. Nous a fait sortir, ouais, parce qu'il était fâché de cette confrontation, en fait. Et donc voilà, ouais, c'est toujours un jeu, quoi. Et de toute façon, effectivement, on sait qu'il y a une caméra et le réel, pour moi, le côté documentaire, j'y crois pas trop. À partir du moment où il y a une caméra, il y a toujours un espèce de jeu. Après, ça dépend aussi. Voilà, moi, c'est ça qui m'amuse aussi, c'est de pousser ce côté-là. Aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression que la plupart des réalisateurs qui font du documentaire se posent pas vraiment la question en ces termes, est-ce du documentaire ou pas. Le lien avec la fiction est très, très ténu dans la mesure où il y a de la mise en scène dans le documentaire, il y en a toujours eu dès le départ. Donc je pense que la plupart des réalisateurs sont un peu affranchis de cette question-là. Et c'est en cela peut-être que les 2 films sont très forts dans la cinématographie actuelle, dite documentaire, parce que je trouve que c'est tout à fait ça libère beaucoup de choses pour les jeunes documentaristes aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il y a souvent cette croyance. Moi, quand je dis à des gens qui ne sont pas forcément dans le milieu du cinéma, je fais des documentaires, et après je les revois, ils me disent « Ah, tu es toujours en train de faire tes courts-métrages ». Enfin, il y a vraiment un truc, il y a comme si c'était un art un peu... on n'arrive pas trop, le mot documentaire, parce qu'on est habitué aussi à la télévision, au reportage, à des choses vraiment, pour le coup... qui sont en immersion, voilà, et donc documentaire, ça englobe plein de genres de films audiovisuels, pardon. Et c'est vrai qu'il y a une confusion, je trouve, générale sur ce mot. Des fois, à tel point où je me dis, mais en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas l'appeler différemment, trouver un autre terme? On n'a toujours pas trouvé. On n'a toujours pas trouvé. Ouais, non, ouais, j'ai pas trouvé. Effectivement, ça mériterait. Ouais.
je Les sais pas. Anglais disent non-fiction. Non-fiction, voilà, ouais. donc si on commence à qualifier quelque chose par du négatif, c'est dommage. Ouais, c'est un peu dommage, non-fiction. Ouais. Bah oui, non. Mais bon, après, documentaire, c'est joli comme mot, ça sonne bien en soi, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, c'est pas un truc... Ouais, il y a beaucoup de confusion sur ce que évident. c'est. Et d'ailleurs, pour revenir à cette question de la mise en scène, tu disais que Huston est dans ces deux films-là, un personnage important. Et d'ailleurs, il y a cette mise en scène de l'ouragan qui est formidable parce que cette déshérence, ce bouillonnement parfois assez pathétique, dur, oppressant de tes personnages, il y a en même temps, ils ont un côté comme ça très, très poétique, mine de rien. Et là, avec l'ouragan, ben voilà, tu enveloppes tout ça de poésie et c'est formidable. Merci. Et l'ouragan, alors, il était vrai? Non, l'ouragan, il était vrai, mais il n'était pas vrai à ce moment-là, en fait. Il était vrai. On a filmé on a filmé sur trois périodes différentes. La saison des ouragans à Houston, c'est en été toujours, au mois d'août, juillet-août. Donc là, il y a vraiment tous les ans. Mais ça fait partie aussi de la société de consommation et du marketing. Ils jouent un peu de ça, donc il va y avoir un ouragan, il y a la menace de l'ouragan, il faut acheter, il faut faire le plein d'essence, parce qu'il y a tout le temps à Houston des inondations, et souvent les gens se retrouvent coincés dans leur voiture. Donc c'est une ville qui est quand même construite sur la ligne des ouragans, et il y a un climat comme ça, où l'été c'est une chaleur accablante, mais en même temps il y a cette menace, il y a souvent des petits ouragans qui se créent à l'horizon, etc. Donc ils sont tout le temps en permanence, ils ont tout le temps affaire à ce climat très, très violent, quoi. Et ça se ressent aussi dans la musique, dans le hip-hop, chez certains artistes là-bas, même de punk et tout. Il y a cette moiteur, en fait, cette lenteur causée par la chaleur, etc. Et donc moi, c'était quelque chose qui m'intéressait parce que j'écoute beaucoup de hip-hop, mais plein d'autres genres musicaux. Et on ne sait pas beaucoup que Houston, dans les années 90, c'était un fief. C'était vraiment un nid à artistes qui étaient moins connus à l'époque, qui ont été reconnus après leur mort, comme DJ Screw, etc. Et ils parlent énormément de l'ouragan, de la température de Houston, de la chaleur, de la moiteur, etc. Tous les gens que j'ai filmés, qui sont devenus mes amis, ont vécu un énorme ouragan en 2017, je crois, Harvey, que j'ai pas filmé évidemment. Mais la ville était vraiment sous l'eau, c'était une espèce de Venise moderne. Le centre de Houston était complètement inondé. Et donc j'en leur ai parlé et chacun avait vécu l'ouragan de façon différente. Will, lui, il avait dû déménager, sa maison était inondée. OMB, elle était en studio, elle n'était pas sortie du studio, elle s'était mise à enregistrer des chansons pendant 3 jours d'affilée. Et donc c'est ça qui m'a intéressé et au montage on a réécrit cet ouragan. Après ça a été facile parce qu'il y a tout le temps ces inondations et ces pluies et cette menace qui est là à la radio, on l'entend. Donc voilà, c'est là aussi on a continué à jouer un peu avec la fiction et le réel. Pour nous faire un final époustouflant. Oui, un peu théâtral encore le final ouais, c'est ça. C'était un peu l'idée, l'envie au montage, faire ressentir cette expérience que pouvaient vivre tous les personnages et aussi un petit peu comme si en fait le film était carrément balayé par l'ouragan et tous les personnages n'existaient plus et donc voilà, il y avait cette envie. Mais c'était plus on l'a vraiment pas trop réfléchi, on l'a vraiment pensé comme quelque chose, comme le film en général même, comme quelque chose de sensoriel, d'expérimental, de musical, plus que on s'est pas trop dit on va mettre un ouragan pour avoir un truc symbolique, c'est la fin du monde, etc. ou l'environnement. C'était vraiment quelque chose de plus, un peu comme la musique, quoi. Comme le hip-hop où c'est pas ce qu'on dit, mais c'est comment on le dit, etc. Donc voilà, c'était essayer de rester fidèle aussi avec le montage aux personnages qu'on filmait, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a
Il y a dans les deux films d'ailleurs, c'est pas tellement un fil narratif qu'on suit, mais plus effectivement sensoriel et voilà, de presque charnel avec les personnages qui sont incroyables les uns comme les autres. Et après 2 films comme ça sur Houston, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est difficile de faire de changer, surtout que maintenant je vis à Paris, donc je m'adapte aussi à ce que je vois tous les jours en France, etc. Et là, je travaille sur la fin de montage d'un film que j'ai tourné à l'hôpital à Clichy, l'hôpital Beaujon, qui est un hôpital à la Pointe, sur les polytraumatismes. Donc, c'est les gens qui ont vécu, qui ont eu un traumatisme, qui ont par exemple un accident de voiture ou qui ont fait des tentatives de suicide. Et donc, le corps est touché sur plusieurs organes vitaux. Et ils sont très très forts sur ça. Et donc il y a énormément de gens qui ont fait des tentatives de suicide, qui sont des précipitations, qui ont essayé qui sont jetés fait des tentatives de suicide graves. Et j'ai rencontré par hasard en fait un psychiatre, un jeune psychiatre là-bas, qui m'a tout de suite plu en fait. C'était un peu comme avec Will, Bloodbath et tout ça. J'ai trouvé il sortait du lot. Et qu'il avait comme ça une façon de parler très particulière, quelque chose de cinématographique. Et aussi une façon de gérer les situations à ce moment-là. C'était en plein Covid, c'était au tout début du Covid. Et donc l'hôpital était complètement sous l'eau. Et lui, en fait, essayait de de récupérer un temps qui presque n'était plus possible avec les patients. Et il avait une façon très très humaine de gérer les situations. Et j'ai eu un flash comme ça pour lui, et pendant 2 ans on l'a suivi. Et voilà, donc on est sur la fin du montage là. Et le film s'appelle État limite. Comme l'état limite, c'est un trouble psychiatrique en fait, borderline, bipolaire, etc. Et donc c'est un jeu de mots sur l'état limite aussi de l'hôpital en général, de la psychiatrie surtout. Et là, du coup, on n'est pas tout à fait loin des personnages que tu as filmés pendant plusieurs années quand même. Il y a des états limites là aussi. Ouais, il y a des états limites, et lui aussi, il vit un état limite. Il est seul dans cet hôpital avec des internes qui forment. Et c'est un hôpital immense, c'est un immeuble qui fait 15 étages, un espèce d'immeuble qui ressemble un peu à une architecture qu'on pourrait retrouver aux États-Unis. C'est un architecte, je crois, américain qui l'a fait, je ne sais plus, à l'époque. Et donc il est tout le temps en train de jongler parce qu'il est à tous les services. C'est le seul médecin en fait de l'hôpital qui va à tous les étages, parce qu'il est au chevet des patients qui ont des maladies graves. Il accueille les gens aux urgences, donc il est aussi urgentiste. Et il est tout le temps comme ça. Au moment où je le rencontre, il n'a plus de vie personnelle, puisqu'il peut. En fait, il y a aussi cette responsabilité. Et ça, c'était quelque chose que je connaissais pas bien, mais je savais pas à quel point. Pour les médecins, ils peuvent être vraiment attachés à leurs patients. Et si tu rentres chez toi et tu te reposes, en fait, ça peut vouloir dire aussi de perdre quelqu'un. Et donc il y a cette attache particulière que j'ai découvert en filmant Jamal. Voilà. Très bien. Donc c'est à suivre pour quand le film va sortir? Alors le film va sortir sur Arte en novembre prochain. Et on aimerait avec ma productrice essayer quand même de faire une sortie sur grand écran. Donc là on est en train de voir avec des distributeurs éventuels, si c'est possible. Très bien. Merci Nicolas. Merci Nick.